Bonjour à tous. Cette nouvelle vidéo est la deuxième d'une série de 4 vidéos sur la monnaie. Je vous invite donc à aller voir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue, afin de mieux comprendre la conclusion de celle-ci, qui reviendra sur l'ensemble des choses évoquées lors de la première et de la deuxième vidéo. Cette vidéo va se concentrer sur les différentes sources permettant d'obtenir de l'argent dans le système monétaire actuel, ainsi que sur les différents moyens dont dispose l'État pour imposer les citoyens et redistribuer l'argent équitablement entre les individus. Comme pour la première vidéo, j'irai à l'essentiel, afin de faire un état des lieux du système monétaire actuel et pouvoir, dans les vidéos à venir, proposer un système alternatif permettant de pallier aux manquements du système actuel. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti! Nous avons vu dans la vidéo précédente comment a été créée la monnaie. Voyons cette fois comment cette monnaie est obtenue par les individus et prélevée par l'État via les impôts et les taxes. La première solution consiste à emprunter de l'argent auprès de sa banque. Mais il ne s'agit que d'une source provisoire puisqu'il faudra à terme rembourser l'argent emprunté. Nous allons donc voir des sources de revenus plus pérennes. Tout d'abord, la manière probablement la plus commune pour obtenir de l'argent consiste à travailler pour un employeur en échange d'un salaire. En 2019, 25,5 millions de personnes étaient salariées, dont 19,7 millions dans le privé et 5,8 millions dans le secteur public. Leur répartition est la suivante. 3% sont des intérimaires, 1% travaillent dans l'agriculture, 12% dans l'industrie, 6% dans la construction et 78% dans le secteur tertiaire, dont 46% dans le tertiaire marchand et 32% dans le tertiaire non marchand. Ce dernier correspond grosso modo aux services publics, qu'ils soient gérés par l'État ou des entreprises privées. Si l'on rapporte ces chiffres à la population dite active, s'élevant selon l'INSEE à environ 29,2 millions de personnes la même année, on voit que 87% de la population active est salariée. S'ajoute à cela 2,5 millions de personnes au chômage et 1,2 million n'étant pas salariées et travaillant à leur propre compte. Outre les personnes actives, il ne faut pas oublier les 7,1 millions de personnes considérées comme inactives. Cette part de la population regroupe aussi bien les personnes en situation d'invalidité, pour cause de problèmes de santé divers, les personnes n'ayant pas droit aux indemnités de chômage, ou des personnes ne travaillant pas, par exemple en raison d'une rente permettant de subvenir à leurs besoins. Pour résumer, 70% des personnes en âge de travailler sont salariées dans les secteurs publics ou privés, 19% sont inactives, 7% sont au chômage, et 4% ne sont pas salariés, mais à leur compte en tant qu'entrepreneurs. Une autre façon d'obtenir de l'argent consiste justement à créer ou prendre la tête d'une entreprise. En 2019, la France comptait 1 565 000 auto-entrepreneurs et près de 4 500 000 entreprises. Plusieurs entreprises pouvant appartenir au même patron, et un grand nombre d'auto-entrepreneurs étant également salariés, il est compliqué d'évaluer le nombre réel de personnes étant à la tête d'une entreprise. Dans tous les cas, que l'on soit salarié, entrepreneur ou dans toute autre situation, il est également possible d'obtenir de l'argent en le plaçant. En effet, 83% des Français épargnent au moins une fois par an. En 2018, cette épargne représentait environ 14% des revenus, et l'épargne moyenne était aux alentours de 44 000 € par Français. L'épargne est majoritairement placée sur les assurances vie, devant les livrets d'épargne et les actions et dérivés, le reste étant sur les comptes courants. Les assurances vie sont prisées pour leur rendement intéressant sur le long terme en raison d'une fiscalité dégressive. Au contraire, les livrets d'épargne sont moins rémunérateurs, mais l'épargne n'est pas bloquée. Ainsi, une assurance vie peut rapporter aux alentours de 28,5% d'intérêt sur 8 ans, là où un livret A ou un PEL en rapporteront respectivement environ 6 et 19%. Le rendement des actions dépend pour sa part des investissements effectués et du cours de la bourse. Par exemple, les actions du CAC 40 ont doublé de valeur entre 2011 et 2019, avant de revenir à leur niveau de 2011 lors de la crise du Covid-19 en début d'année, et de remonter à nouveau en fin d'année. Le nombre d'actionnaires était de 7 millions en 2007, mais la crise de 2008 a échaudé les investisseurs qui n'étaient plus que 3 millions en 2019. Enfin, lorsqu'ils le peuvent, les Français investissent dans le logement. Dans le cas d'une résidence principale, cela permet d'investir son argent dans un bien plutôt que dans un loyer, ce qui est une forme d'épargne. La France comptait en 2018 57,6% de propriétaires. Ce chiffre est cependant relativement variable d'une région à l'autre, avec 72% de propriétaires en Vendée contre 33% à Paris. Parmi les propriétaires, un tiers sont en train d'acquérir leurs biens et n'ont pas fini de rembourser leur emprunt. En moyenne, les logements font 91 mètres carrés pour un montant de 170 000 € et accueillent 2,2 personnes. Les locataires représentaient la même année 39,9% de la population, tandis que 2,5% des gens étaient logés gratuitement. Le prix moyen d'une location allant de 400 € pour une chambre de 14 mètres carrés à 870 € pour un T4. Une colocation revient à environ 450 € par personne
et la moyenne de loyer tout logement confondu est d'environ 650 € par mois. Certains possèdent également des logements secondaires qu'ils mettent en location. Cela constitue une autre façon d'obtenir de l'argent via une rente locative mensuelle. Les rentes peuvent également provenir de placements financiers ou d'actions rapportant des dividendes. En cas d'investissement important, cela permet de dégager suffisamment de revenus sans avoir à travailler. Un autre moyen d'obtenir de l'argent hors travail consiste à s'appuyer sur la solidarité. Ainsi, grâce aux impôts et à la dette, l'État prodigue chaque année un certain nombre d'aides. En 2018, plus d'1,6 million de personnes touchaient le revenu de solidarité actif, RSA, d'un montant de 550 € pour une personne seule et de 826 € pour un couple. La même année, près d'1,1 million de personnes touchaient quant à elles l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 902 € par mois. Comme nous venons de le voir, la France compte également 2,5 millions de chômeurs, touchant en moyenne 1187 € brut chaque mois. Enfin, les aides au logement d'un montant moyen de 225 € sont quant à elles perçues par 6,6 millions de Français. Il existe de nombreuses autres aides sur lesquelles je ne reviens pas en détail, comme par exemple les aides pour la garde d'enfants, la prime d'activité pour les travailleurs précaires, ou l'allocation migrants touchée par 3700 personnes. Mais pour finir, je me dois de revenir sur les aides les plus importantes. La sécurité sociale récolte chaque année 470 milliards d'euros, ce qui correspond à près du quart de la richesse nationale. Elle participe au remboursement de 78% des frais médicaux, couvre une partie du salaire en cas d'accident du travail, assure les pensions de retraite et permet à environ 5 millions de foyers de toucher des allocations familiales d'un montant de 132 € par mois pour 2 enfants et 169 € par enfant supplémentaire. Abordons désormais le dernier moyen d'obtenir de l'argent, si l'on nommait les paris sportifs, les braquages de banque, le détournement de fonds ou l'évasion fiscale. Il s'agit des héritages. Pour plus de détails, je vous renvoie vers la vidéo de Stupid Economics, qui en parle bien mieux que moi, mais sachez globalement que 50% des Français reçoivent un héritage dans leur vie. Et parmi eux, 20% vont payer un impôt sur cet héritage. Ce pourcentage peut sembler faible, mais il existe un abattement de 100 000 € lors d'une succession entre parents et enfants, ou entre conjoints, les taxes ne s'appliquant qu'au-delà de ce montant. 80% des successions étant d'un montant inférieur, les héritiers ne paient donc pas d'impôt lors de la succession. Il faut aussi savoir que la moyenne d'âge des héritiers en France est de 55 ans et qu'il faut donc être patient si l'on mise sur l'héritage pour s'enrichir. Pour ne pas attendre aussi longtemps, l'État permet également les dons avec un abattement similaire entre parents et enfants, ou avec un abattement fiscal de 31 865 € pour des dons entre grands-parents et petits-enfants. Les sources de revenus peuvent être très inégales d'un individu à un autre. Il y a heureusement ou malheureusement, je laisserai chacun en juger, des impôts qui permettent d'aplanir les irrégularités. Je vais présenter les principales sources de prélèvements obligatoires en laissant de côté l'évasion fiscale et les mécanismes d'optimisation fiscale qui me dépassent et pour lesquels je ne suis pas compétent. Commençons par les cotisations sociales visibles sur notre bulletin de salaire. Celles-ci s'élevaient en 2017 à 384,5 milliards d'euros, soit 37% du total des prélèvements obligatoires. Pour un employé, elles représentent à peu près la moitié du salaire et sont payées pour un tiers par le salarié et 2 tiers par l'entreprise. Ces cotisations participent à financer la complémentaire santé, l'assurance chômage, la caisse des retraites, la couverture pour les accidents du travail et la CSG, c'est-à-dire la sécurité sociale. Il faut ainsi comprendre que quiconque veut baisser les cotisations salariales et patronales veut en réalité privatiser le système de retraite, de chômage et de santé. L'État a également la possibilité de prélever des taxes. La plus connue est la TVA, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée. Il existe 4 montants de TVA en France, une TVA à 20% dite à taux normal, une TVA à 10% à taux intermédiaire pour les services, une TVA à 5,5% dite à taux réduit, par exemple appliquée aux travaux de rénovation et d'isolation des bâtiments, et une TVA à 2,1% à taux super réduit pour les produits de première nécessité. En 2017, le montant total de la TVA prélevée par l'État était de 200 milliards d'euros, soit 19% des prélèvements obligatoires. Cette taxe permet d'inciter les gens à effectuer certaines actions en appliquant une TVA réduite pour un comportement voulu, comme par exemple la rénovation et l'isolation des bâtiments, ou d'éviter d'asphyxier les populations les plus précaires en attribuant une TVA encore plus faible sur les produits de première nécessité. Cependant, d'autres taxes plus ciblées visent également à punir les comportements jugés nocifs ou inciter les comportements vertueux. Par exemple, on peut citer la taxe sur les déchets pour inciter à réduire les ordures ménagères, en échange d'une taxation plus faible, ou la taxe sur les véhicules de plus de 1800 kg pour inciter les consommateurs à acheter des véhicules plus légers, donc moins polluants. Il existe enfin 2 autres taxes que tout le monde connaît bien. Il s'agit de la taxe foncière et de la taxe d'habitation représentant respectivement 34 milliards et 22 milliards de recettes en 2017. Depuis, Emmanuel Macron a supprimé la taxe d'habitation, privant l'État de plusieurs milliards pouvant servir à financer les services publics, comme par exemple les hôpitaux. Outre les taxes, qui sont des impôts indirects, un autre levier efficace consiste à prélever des impôts directs. Ainsi, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ont respectivement permis de faire rentrer en 2017 73 et 34 milliards d'euros dans les caisses de l'État.
Bien que très impopulaires, ces impôts ne représentent en fait que 10% des prélèvements obligatoires. Mais contrairement aux impôts précédents, ils permettent de prélever de manière distinctive les individus ou les entreprises en fonction de leurs revenus et profits. C'est donc le meilleur moyen de redistribuer l'argent et d'amoindrir les disparités. Un autre moyen aujourd'hui disparu de réduire les inégalités consiste à prélever les individus les plus riches via un impôt sur la fortune. Jusqu'à 2017, il permettait de récolter 5 milliards d'euros. Une broutille dans le budget de l'État, mais une broutille à la valeur symbolique forte. Cet impôt fut remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière, ayant rapporté en 2019 2,1 milliards d'euros. Encore 3 milliards de prélèvements manquants pour financer les services publics. Enfin, il est possible de réduire les inégalités de patrimoine via des prélèvements sur les héritages ou les donations. En 2019, ces prélèvements avaient rapporté 14,4 milliards d'euros à l'État. Je rappelle que cette contribution se fait uniquement sur la fraction des dons et héritages les plus élevés, 80% des successions n'étant soumises à aucun prélèvement. Avant de passer aux 2 dernières vidéos, présentant un système monétaire et d'imposition alternatif, ainsi que leurs conséquences sur la répartition des richesses, je vais schématiser rapidement ce que nous avons vu jusqu'à présent lors des 2 premières vidéos. Une banque centrale, dans notre cas la BCE, peut autoriser la Banque de France à racheter des titres de dette publique à l'État français. Je ne l'ai pas évoqué précédemment, mais la BCE peut également stabiliser les banques commerciales en renflouant leurs fonds propres. Par ailleurs, les banques commerciales disposent de fonds propres supplémentaires grâce à l'épargne déposée par les particuliers et les entreprises sur leurs comptes. Elles peuvent investir ces fonds sur les marchés financiers et bénéficier des retours sur investissement permettant de verser des intérêts aux épargnants. L'effet levier leur permet de maximiser les profits. Les banques commerciales peuvent également, tout comme la BCE, acheter des titres de dette auprès des États. Cela permet par exemple de financer les assurances-vie grâce aux intérêts. Enfin, les banques peuvent prêter aux particuliers ou aux entreprises. De l'argent est ainsi temporairement créé via la dette, que ce soit celle des États, des particuliers ou des entreprises. Je ne le représente pas ici, mais la dette de collectivités plus locales participe aussi à ce processus. Par ailleurs, de l'argent est également virtuellement créé sur les marchés financiers via la spéculation. Pour que les liquidités suivent, la BCE indique régulièrement quelle quantité de pièces et billets produire. Les marchés financiers permettent quant à eux, hors spéculation, de financer le développement des entreprises qui, une fois les salaires versés, reversent des dividendes en cas de profit. Les salaires sont quant à eux utilisés pour consommer les biens et services. Enfin, l'État prélève les différents impôts que nous venons d'évoquer auprès des entreprises et des particuliers pour les redistribuer en finançant les infrastructures, le système de retraite, la sécurité sociale et les différentes aides évoquées plus tôt. Dans l'idéal, le surplus est utilisé pour rembourser la dette publique et ses intérêts. Je pense que ce schéma récapitulatif aura permis à beaucoup d'entre vous de mieux comprendre comment s'agence le système monétaire actuel. Nous pourrons ainsi le comparer au système à 4 monnaies que je présenterai lors de ma future vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine vidéo, ou à aimer ou commenter cette vidéo pour m'aider à m'améliorer. A bientôt!